Et nous enchaînons à présent avec le dernier quart d'heure de Smart Bourse, un quart d'heure américain pour revenir sur la séquence des élections présidentielles aux États-Unis. Pour en parler, nous avons le plaisir d'être en duplex avec le correspondant américain de Smart Bourse depuis Washington, Pierre-Yves Dugas. Bonjour Pierre-Yves Dugas. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On va revenir sans surprise sur cette victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle. Pierre-Yves Dugas, comment est-ce que vous analysez la séquence depuis Washington ? Oui, tout a changé. Tout a changé et dans une proportion qui n'était anticipée certainement pas par les instituts de sondage et certainement pas par le Parti démocrate et certainement pas par la presse qui, nous en avons souvent parlé au cours des semaines et des mois précédents, est dans une étrange symbiose avec le narratif que lui présente systématiquement le Parti démocrate. Donc, énorme surprise et énorme changement. Ronald Reagan n'a jamais pu disposer d'autant de pouvoir, n'a jamais pu profiter d'un alignement de planètes comme Donald Trump l'observe aujourd'hui. Les républicains vont avoir la majorité au Sénat, une quinzaine probablement de sièges d'avance à la Chambre des représentants, donc une petite majorité, mais tout de même une majorité à la Chambre des représentants. Ils vont être en position de proposer à un Sénat bienveillant des remplacements pour les membres les plus vieillissants et les plus conservateurs de la Cour suprême. Et ce point-là est très, très important, pas simplement sur les questions sociétales comme l'avortement, mais aussi en matière d'interprétation des lois fédérales et l'impact sur la vie économique, sur la vie des entreprises, sur le droit de la concurrence, sur l'autorité du Congrès pour réglementer en particulier les grandes entreprises de technologie. Une grande partie de toutes ces questions toujours se dénouent à la Cour suprême, et si le changement que Donald Trump a promis de faire à la Cour suprême à mesure que partiront en retraite les magistrats les plus âgés, tout ça peut affecter l'environnement du business aux États-Unis pendant des décennies. Donc c'est extrêmement important et cela dépasse le cycle électoral. On va voir s'en aller Lisa Khan, qui est une des personnes les plus détestées du monde des affaires aux États-Unis, qui dirige Federal Trade Commission, une des agences de réglementation de la concurrence. Ça va changer complètement le paysage de la concurrence pour le private equity en particulier, en matière de réglementation bancaire également. Les choses donnent une énorme bouffée d'oxygène, ce qui nous explique que hier, sur le marché américain, on a vu la capitalisation américaine grimper, toutes bourses confondues, de 1620 milliards de dollars. Donc, bonne nouvelle pour les marchés d'actions qui croient dur comme fer que la nouvelle administration Trump va réduire les impôts non seulement des sociétés, mais aussi des particuliers, notamment en reconduisant les baisses d'impôts qui ont été votées en 2017 et qui arriveraient à expiration l'an prochain, mais aussi adopter une politique pro-business, ce qui n'était pas le cas sous l'administration Biden. Si je comprends bien ce que vous nous décrivez, c'est donc un président américain, Donald Trump, avec les coudées franches, effectivement, pour appliquer un programme économique. Vous nous l'avez dit, ça change beaucoup de choses. Vous avez même utilisé le terme de décennies à venir. Concrètement, économiquement, que ce soit aux États-Unis ou dans le reste du monde, quels sont les impacts à attendre, Pierre-Yves Dugas ? Écoutez, la vie politique française ne tient qu'à un fil. Le président de la République en France ne contrôle pratiquement plus rien et le chef du gouvernement non plus. En Allemagne, c'est la crise totale. En Espagne, ça n'est pas brillant. En Italie, c'est plutôt fragile. Même pour sortir de l'Union européenne, au Royaume-Uni, le nouveau gouvernement britannique a beaucoup de difficultés à faire adopter des mesures difficiles pour lesquelles le Parti travailliste n'est pas prêt. Au Japon, la coalition branle dans le manche. Aux États-Unis, le nouveau président, qui sera élu mi-décembre et ne prendra ses fonctions que vers le 20 janvier, le nouveau président va bénéficier d'une marge qui fait de lui plus que jamais the big boss au sein du G7. C'est un truc qui
me rappelle les années Reagan, mais bien au-delà des années Reagan, puisqu'une fois de plus, rappelons-le, Ronald Reagan avait bénéficié d'un retour d'une majorité républicaine au Sénat, mais a dû lutter avec une Chambre des représentants qui était encore contrôlée par le Parti démocrate. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. Alors attention, euh, Donald Trump est brouillon, Donald Trump est coléreux, Donald Trump est irascible. Donald Trump est capable de changer d'avis du tout au tout. Et Donald Trump a fait énormément de promesses qui vont être fiscalement extrêmement difficiles à tenir. Défiscaliser les revenus des retraités de Social Security coûte une fortune. Le marché obligataire est assez mal disposé à l'égard de cette nouvelle administration Trump. Donc il y a beaucoup de pièges dans lesquels les républicains peuvent tomber, républicains qui ne sont pas totalement unis. Si avec une quinzaine de sièges d'avance à la Chambre des représentants, ils peuvent faire passer des choses, il faut qu'ils le fassent assez vite, non pas en 100 jours. Ce chiffre de 100 jours n'a aucun sens. Même si Donald Trump est mieux préparé qu'il ne l'était il y a 8 ans pour exercer le pouvoir. Mais il faut qu'en un an, il ait pu présenter des choses concrètes aux électeurs américains. Quant à l'impact sur le reste de la planète, on voit déjà une grande fraternité entre Donald Trump et le président argentin, qui va rendre visite à Donald Trump avant que ce dernier ne prête serment, et les intentions de Elon Musk en matière de réduction de coûts, si vraiment on se lance dans cette institution virtuelle que l'on a déjà baptisée DOGE, Department of Government Efficiency, le département d'efficience du gouvernement, est-ce que les républicains auront le courage de tailler dans le vif, dans les effectifs de la fonction publique fédérale, de supprimer des agences fédérales? Tout ça peut donner un exemple à des populistes en Europe et faire souffler un vent, votre invité parlait du vent d'Ouest, un vent qui va donner beaucoup d'idées à des Le Pen et à d'autres populistes potentiels ailleurs en Europe. Est-ce que, vu de là où vous êtes, il existe quand même un certain nombre de garde-fous potentiels pour l'application du programme de Donald Trump aujourd'hui? Alors certainement, alors outre le caractère irascible et inconstant, dirons-nous, que Donald Trump a montré dans le passé, il y a le fait que la presse le déteste et qu'elle va tout faire pour obtenir des informations de nature embarrassante dans ce grand débat qui va se lancer, et tout ce qui pourra fuiter de la part d'une administration fédérale permanente et qui pourrait embarrasser le nouveau pouvoir et la nouvelle administration sous son angle politique, nous le retrouverons dans le Washington Post et dans le New York Times et dans d'autres publications qui vont tout faire pour empêcher Donald Trump d'aller aussi loin qu'il l'a promis. Premier point donc, la presse. Le monde universitaire le déteste toujours. Les médias en général, les télévisions, au-delà des grands journaux, ne l'aiment pas beaucoup. Ça fait beaucoup de monde qui cherchera à délégitimer ce que Donald Trump appelle son mandat, c'est-à-dire sa mission pour aller très très loin dans le grand changement, dans le grand bouleversement populiste qu'il entend imposer aux États-Unis. En matière de relations commerciales, nous n'en avons pas encore parlé, mais c'est essentiel. Les États-Unis étant en position de force pour exiger des concessions commerciales des Européens, compte tenu de la dépendance de l'Union européenne à l'égard des exportations, la négociation va être compliquée. Les Européens sont divisés entre eux, les Européens sont affaiblis sur les questions commerciales et ils ont besoin du parapluie militaire américain. Donald Trump est parfaitement conscient de la diversité des cartes qu'il peut jouer et qui sont dans sa main, et il ne va pas hésiter à en user face à une Europe qui, malheureusement pour le moment, n'est pas en mesure de riposter aussi fort qu'elle pourrait en rêver dans le cadre d'un scénario de guerre commerciale. Ce que vous nous dites, si je comprends bien, Pierre-Yves Dugas, c'est que le seul à avoir des cartes en main dans une discussion entre Europe et États-Unis, c'est Donald Trump aujourd'hui. L'Europe n'a pas de cartes à jouer? Elle a des cartes à jouer, mais il faudrait que l'Allemagne et la France et l'Italie soient sur la même longueur d'onde.
il faudrait que les mandats de négociation donnés aux membres de la Commission européenne en matière commerciale soient des mandats qui soient solides, qui ne soient pas vagues, et qu'on puisse aller loin et que l'on soit crédible dans les ripostes aux éventuels droits de douane que l'Europe pourrait présenter. Il ne s'agit plus de petites escarmouches sur le cognac, le champagne. Il s'agit d'éviter que l'Europe soit victime de l'imposition de droits de douane potentiellement punitifs de 10 à 20%, parce que l'objectif de Donald Trump, et on peut compter sur Bob Lighthizer, qui a été qui a été son grand conseiller et qui l'est toujours en matière commerciale, et qui connaît très bien les Européens et très bien le fonctionnement, pour se débarrasser une fois pour toutes des lourdeurs de l'OMC et exiger, quitte à négocier one-to-one pour diviser les Européens, à extorquer des concessions à un pays en menaçant un autre. L'Europe est très divisée dans ce climat-là, est très affaiblie, et Donald Trump est très conscient de la puissance des cartes dont il dispose. Cela dit, je le répète, il est capable de faire tomber ses cartes d'un coup de colère, il est capable de mal jouer les choses, et ne l'oublions pas, il y a toujours une grosse crise internationale qui vient bouleverser les plans de n'importe quel président qui arrive à la Maison-Blanche. Cette crise peut venir de l'Iran, du Proche-Orient, de la Corée ou de l'Ukraine. Merci beaucoup Pierre-Yves Dugas, je rappelle que vous êtes le correspondant américain de Smart Bourse. Merci pour votre présence dans ce quart d'heure américain. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous dis à très vite sur Be Smart for Change.